cette vocation remonte à bien longtemps. Je crois que elle remonte déjà à l'année 1963, lorsque, à l'issue d'une manifestation de parti politique, c'était à Dakar, ma ville natale, je suis sorti pour manifester avec les adultes pour revendiquer plus de démocratie dans ce pays qu'est le Sénégal. Et bien entendu, je crois qu'aussi cet engagement aux droits de l'homme, je le dois à mon père, paix à son âme, qui était un homme d'une très grande générosité. Et j'ai eu la chance par la suite de travailler avec un homme qui a été un des plus grands maîtres des droits de l'homme en Afrique, le juge Kéba Mbaye. Kéba était président de la Cour suprême et c'est à l'issue d'un petit incident malheureux, si je puis dire, que j'ai eu à Kaolack, une ville de l'intérieur du Sénégal, avec le président du tribunal de l'époque. C'était une affaire liée, si je puis dire, à une histoire de corruption et j'ai dénoncé le comportement de ce juge. Et voilà que par cet incident, je disais malheureux, je me suis retrouvé affecté à la première section de la Cour suprême du Sénégal, qui est l'équivalent de la Cour de cassation. Et parce que le juge Kéba Mbaye était le président, le chef de la délégation du Sénégal à la Commission des droits de l'homme, j'ai été appelé assez souvent à faire des recherches pour lui quand il préparait ses rapports. Et voilà qu'un beau jour, je reçois un appel de Genève. Et c'était Abdoulaye Dieye, qui était le secrétaire général de la Cour suprême, me demandant d'envoyer mon dossier parce que la commission des juristes cherchait un jeune juriste francophone. Et c'est ainsi que j'ai été appelé à servir pour 6 mois à la CIJ. Et au bout des 6 mois, le secrétaire général de l'époque, que j'ai eu le bonheur de succéder dans ses fonctions, m'a proposé un contrat. Et c'est ainsi que je suis devenu le conseiller juridique pour l'Afrique de la Commission internationale de juristes. Plus tard, je suis devenu le secrétaire exécutif et en 1990, je devenais le premier juriste du tiers-monde à diriger la Commission internationale de juristes. Ayant évolué, grandi dans une telle ambiance, ayant côtoyé des hommes de cette dimension, des hommes de conviction, je me suis aguerri et j'ai pu graduellement franchir, si je puis dire, les étapes. Mais écoutez, je crois que ma nomination à la tête du tribunal pénal international pour le Rwanda a été un grand moment. Parce qu'après 10 ans passés à la tête de la Commission internationale de juristes, j'ai été le témoin du génocide des Tutsis qui a été perpétré en 1994. Je venais de quitter le Rwanda, précisément le 4 avril 1994, 2 jours avant le déclenchement du génocide. Et le 2 avril 1994, j'étais la dernière personne à être reçue par le président de l'époque, Juvenal Habyarimana. Et bien sûr, ça a été l'occasion aussi d'attirer l'attention du président Habyarimana sur les crimes qui étaient perpétrés dans le courant du premier trimestre de l'année 1994. Donc il y avait une tension qui était là. Mais à la vérité, en ce moment-là, je ne pouvais pas dire que ce qui allait venir allait être un génocide. Mais voilà qu'en 100 jours, nous avons assisté à un des crimes les plus abominables, le crime le plus abominable, comme disent les anglo-saxons, the most horrendous crime
being committed in Rwanda. Et ce crime, qui est le crime des crimes, nous n'avons pas le droit de rester inactifs. Nous devons tout faire pour que ça ne se répète plus jamais. Pour revenir donc à ce que j'ai trouvé important dans ma carrière, c'était ce moment. Et ce moment qui, aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, continue à hanter aussi, si je puis dire, mes nuits quand je vois ce qui se passe de par le monde. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité, aussitôt arrivé à New York, d'engager un projet qui a donné naissance à un cadre d'analyse pour la prévention des atrocités criminelles. C'est ce document que voici, que je vous invite à lire et à parcourir. Il est dans notre website, disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Adama Dieng, conseiller spécial pour la prévention du génocide auprès du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies, juriste et spécialiste des droits de l'homme. M. Dieng a mené tout au long de sa carrière un combat virulent contre les injustices et pour la préservation de l'état de droit. Son expérience est d'une richesse extraordinaire, qu'il s'agisse de son statut d'expert indépendant des Nations Unies pour Haïti en 1995 à 2000, de son rôle joué dans la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore de son rôle crucial au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Afin de stimuler la discussion avec M. Dieng, et après lui avoir laissé la parole quelques instants pour introduire le sujet, eh bien, nous avons la chance d'accueillir le professeur Hélène Tigroudja, professeur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille, mais rattaché en ce moment à l'Université de New York, à la New York University, raison pour laquelle les étudiants qui habituellement ont cours avec elle dès le premier semestre ne la connaissent pas nécessairement encore. Conformément à la tradition, nous allons, avant de laisser la parole à notre invité d'exception, et en guise d'accueil et de bienvenue, lui offrir nos applaudissements chaleureux, sincères et enthousiastes. Merci bien pour ces applaudissements. Ça va me permettre certainement de me réchauffer davantage. Et je voudrais dire merci à Ludovic, à Hélène, qui ont bien voulu m'encadrer cet après-midi. Et pour commencer, laissez-moi vous dire que je viens d'effectuer une visite en un lieu que je vous encourage tous à visiter. Il s'agit du camp des 1000. Vous le savez certainement, il y a de cela plus de 72 ans, les troupes soviétiques et alliées mettaient à jour le système mis en place par le régime nazi pour recomposer l'Europe selon les principes de son idéologie racialiste, déplacements et massacres de populations civiles, camps de concentration pour terroriser et pour assassiner, centre de mise à mort édifié pour assassiner tous les Juifs d'Europe. Près de 6 millions de personnes, hommes, femmes, enfants de tous âges, avaient été tués parce que Juifs. Pour cette seule et unique raison, ils ont été arrêtés par les nazis et leurs collaborateurs à travers toute l'Europe, parqués dans des ghettos, fusillés massivement dans tout l'est du continent ou transportés vers des centres de mise à mort,
tels Chelmont, Belzec, Sobibor ou Treblinka, véritable usine à assassiner des êtres humains et dont presque personne ne reviendra. Et aujourd'hui, j'ai découvert le camp des 1000. Et ce que j'ai vu me laisse encore sans voix. C'est dire tout simplement qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous mobiliser. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous une responsabilité de prévenir. Et c'est ce que ce matin, votre collègue, aujourd'hui docteur depuis quelques heures, Léna Cassier, nous a invités. La responsabilité de prévenir est certes avant tout une responsabilité des États, mais c'est aussi la responsabilité des leaders religieux, la responsabilité de tout un chacun, car si vous visitez demain le camp des 1000, vous comprendrez que nous avons été les témoins, même ici en France, d'une courbe ascendante de l'antisémitisme, du racisme, de la période allant de 1994 à 2012, et fort heureusement plutôt à 2014, et depuis cette date, il y a une légère inflexion vers la réduction du phénomène. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes aujourd'hui protégés. Mais c'est une indication que quelque part, soit ce sont les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile, tout un chacun a contribué. Mais quand on a en souvenir ce qui s'est passé aux dernières élections dans ce pays, quand on a en souvenir ce qui s'est passé tout récemment en Autriche, quand on voit les développements en Hongrie, en Pologne, il y a de quoi redoubler d'efforts. Parce qu'aucun continent n'est immune des atrocités criminelles. Personne ne pensait qu'au milieu des années 90, le monde serait témoin d'un génocide au cœur de l'Europe. Je parle du génocide de Srebrenica, qui a été jugé comme tel par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, reconnu comme tel par la Cour internationale de justice. Personne ne pensait non plus que nous allions être les témoins des 100 jours du génocide des Tutsis du Rwanda. La liste, j'aurais pu ajouter aussi les camps de la mort au Cambodge. Et la liste de ce tableau funeste pourrait inclure aujourd'hui les Yazidis d'Irak, du Kurdistan. J'ai été à Dohuk, où j'ai rencontré les femmes victimes qui ont été enlevées comme esclaves sexuels par ces monstres de Daesh, le soi-disant État islamique. Je pourrais aussi parler des minorités chrétiennes. Je pourrais parler de toutes ces victimes de la barbarie de ce soi-disant État islamique à l'égard des populations et qui pourraient être qualifiées de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais d'autres situations pourraient être aussi évoquées, comme celle des Rohingyas au Myanmar, qui sont discriminés et font l'objet d'attaques ciblées parce que musulmanes. Et cela est d'autant plus pénible pour moi, moi qui ai accompagné la lutte de Aung San Suu Kyi. Je dois rappeler que, alors que j'étais secrétaire général de la Commission internationale de juristes, précisément en 1992, j'ai publié le premier rapport sur Burma and the Rule of Law. Et pourquoi? Parce que j'estimais qu'il était important de se mobiliser
pour se battre pour l'instauration de la démocratie dans cette partie du monde, se battre pour éloigner ces militaires qui étaient au pouvoir, cette junte. Mais aujourd'hui, cette même dame pour laquelle nous nous sommes tous mobilisés, parce que nous croyons que l'idéal pour lequel elle se battait méritait notre soutien, semble avoir oublié les mêmes propos qu'elle tenait en 1999 dans une interview qu'elle avait accordée à un journal thaïlandais, The Nation, où elle dénonçait le silence des États de ASEAN en disant le principe de non-interférence n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas rester silencieux face à ce qui se passe en Birmanie. Aujourd'hui, hélas, cette même dame a oublié et critique ceux qui veulent s'ingérer dans les affaires birmanes. Il ne s'agit pas d'ingérence dans les affaires birmanes. Tout comme en Afrique, en 1963, la charte de l'Organisation de l'Unité africaine contenait une disposition relative au principe de non-interférence. Mais en 2000, au moment de l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine, tirant les enseignements de l'échec de la communauté internationale, mais aussi l'échec de l'Organisation de l'Unité africaine, qui tous deux sont restés inactifs face à ces 100 jours de folie meurtrière qui ont coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis, mais aussi la vie à des Hutus et des Twa qui s'étaient opposés au génocide. Et c'est donc cette organisation qu'est l'Union africaine, tirant ses enseignements, a introduit un nouveau principe qui est le principe de la non-indifférence. Donc on est passé du principe de non-interférence au principe de non-indifférence. À savoir, nous nous engageons à ne plus rester les bras croisés lorsque des populations feront face à un risque de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Tout comme Kofi Annan, qui certainement avait encore ce souci de trouver les moyens de réparer ce qui était, à mon avis, une des erreurs les plus tragiques commises par la communauté internationale, celle de n'avoir pas trouvé les moyens de stopper le génocide des Tutsis au Rwanda. Et certainement qu'il était possible de le stopper. Il était possible de le stopper. J'ai eu des discussions avec le général Dallaire à plusieurs reprises. Tout à l'heure, en visitant le camp des Milles, j'ai revu Luc Marshall qui était à Kigali, à la Minuar, et qui est venu à Arusha pendant que j'y étais comme témoin du bureau du procureur. Il est clair qu'il aurait été possible de l'empêcher et nous avons échoué. Et c'est pourquoi en 2004, le secrétaire général Kofi Annan, à l'époque, à Stockholm même, a proposé la mise en place de mon mandat aujourd'hui, ce mandat que j'occupe. Donc en 2004, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, nous ne pouvons plus autoriser que cela se répète. Et c'est ainsi que le mandat de conseil spécial pour la prévention du génocide a été créé. Il a nommé à l'époque quelqu'un, Juan Mendes, qui est un bon ami à moi, un militant également des droits de l'homme, à titre partiel, half-time, et au rang de ASG, Assistant Secretary General, ce qui
On traduit en français d'ailleurs de manière assez bizarre par sous-secrétaire général, alors que Undersecretary General, qu'on aurait dû traduire en français correct sous-secrétaire général, se traduit par secrétaire général adjoint. Mais pour fermer cette parenthèse, j'ajouterai tout simplement ceci. Lorsque Kofi Annan a décidé donc, de la création de ce poste, 4 années plus tard, en 2008, la communauté internationale s'est rendue compte quand même que ce poste était important. Et c'est ainsi que de 2 personnes, Mendes et son adjoint, mon prédécesseur direct, Francis Deng, qui fut pendant longtemps ministre des Affaires étrangères au Soudan, un éminent professeur, a pu renforcer le bureau et a développé un cadre d'analyse pour la prévention du génocide. Et dans sa thèse, Léna Cassier informe largement du nouveau cadre d'analyse que j'ai développé depuis mon arrivée et qui porte sur les atrocités criminelles. Et j'entends par atrocités criminelles le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et depuis donc 2008, le mandat a été, je dirais, renforcé, et c'est ainsi que le conseil spécial est devenu un poste full-time et au rang de Undersecretary General. Et depuis 2012, quand j'ai quitté après près de 12 ans la tête du tribunal d'Arusha, j'ai tiré les enseignements de la pratique même du tribunal d'Arusha et j'ai estimé qu'il était peut-être important d'élargir le cadre d'analyse qu'on avait et de ne pas tout simplement se limiter à la prévention du génocide, mais aussi à la prévention des autres types de crimes qui se commettent sous nos yeux. Et cet instrument est devenu aujourd'hui un cadre utilisé non seulement par les Nations Unies, mais aussi par certains États membres. Au passage, je dois d'ailleurs signaler que la Slovénie a traduit ce cadre d'analyse en langue slovène. Et lors de ma visite en Israël, j'ai encouragé les Israéliens à le traduire aussi en hébreu. Tout ceci pour dire que même s'il existe dans les 6 langues officielles, nous devons partir du constat qu'aucun pays, comme je disais tantôt, n'est immune des atrocités criminelles. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Mais parce que tout simplement, nous avons retenu les leçons de l'histoire. Nous savons que le génocide est un processus. Le génocide n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Il n'arrive pas spontanément, il y a des signes avant-coureurs du génocide. Et ces signes, on peut donc les identifier. Parce qu'on peut les identifier, on peut donc prendre des mesures pour prévenir la commission de ces crimes. Mais cela n'est peut-être pas suffisant. On doit pouvoir passer de l'alerte précoce, après avoir identifié ces signes avant-coureurs, pour entamer ce qui est l'action précoce. Et c'est là où on a aujourd'hui encore quelques difficultés, parce que j'ai parlé de Myanmar. Voilà, pour ceux d'entre vous qui suivez les activités de mon bureau, cela fait plus de 3 ans que je n'arrête de tirer sonner l'alarme en disant « Faites attention, ce qui se passe au Myanmar. Si on ne fait pas attention, ça pourrait basculer. » Il me souvient lorsque la dame de Rangoon a reçu l'ambassadeur américain il y a de cela peut-être 18 mois en disant « Il ne faut pas utiliser le terme Rohingya ». J'ai estimé que là, c'était vraiment un peu trop. Parce que d'aller jusqu'à dénier à quelqu'un son identité, c'est déjà lui ôter sa dignité humaine.
Et j'ai tenu en ce moment-là, non seulement j'ai sorti une déclaration, mais j'ai signé un édito pour inviter cette dame à choisir Nelson Mandela comme modèle. Et comme je disais à l'époque, si Mandela n'avait pas utilisé toute son autorité morale, je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud n'aurait pas connu un génocide commis par les Noirs contre les Blancs en réponse à la politique, au crime d'apartheid, qui est, comme vous le savez, un crime contre l'humanité, qui a été en tout cas reconnu comme tel. Mais Mandela a eu la sagesse de bâtir ce qui est connu aujourd'hui comme The Rainbow Nation, donc la nation arc-en-ciel, où il n'y a ni noir, ni blanc, ni colored, mais tout simplement des Sud-Africains. Mais même en Afrique du Sud, aujourd'hui, nous devons rester vigilants. Parce que quand on a été les témoins d'une vague de xénophobie contre des populations étrangères africaines, des populations qui s'étaient mobilisées hier, comme vous et moi, pour combattre le système d'apartheid, et que ces populations soient aujourd'hui victimes de phénomènes de xénophobie, ça peut être inquiétant, et ce qui m'avait fait dire que Mandela doit certainement se retourner dans sa tombe. Mais enfin, pour être bref, je dirais un mot en rappelant que mon rôle est un rôle de catalyseur. Mon rôle consiste essentiellement à alerter le secrétaire général, le Conseil de sécurité, sur des situations qui, si elles n'étaient pas maîtrisées, déboucheraient sur des atrocités. Et l'outil que j'utilise, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce cadre d'analyse qui identifie 14 facteurs de risque. Et ces 14 facteurs de risque, 8 sont communs aux 3 catégories de crimes mentionnés. Et chaque crime a 2 facteurs spécifiques. Et si vous prenez par exemple, pour ce qui est du crime de génocide, vous verrez que c'est le seul crime qui comporte le facteur de tension entre groupes ou pratiques discriminatoires à l'égard de groupes protégés. Les groupes protégés, vous le savez, sont les groupes raciaux, ethniques, religieux ou fondés sur la nationalité. L'autre facteur spécifique au crime de génocide, ce sont les signes d'une intention de détruire en tout ou en partie un groupe protégé. Et aujourd'hui, la grande question qu'on se pose dans le contexte de Myanmar, ce n'est plus de savoir si les éléments physiques du crime de génocide sont là, mais ce serait plutôt de se poser tout simplement la question de savoir si présentement il y a une intention de détruire la population musulmane rohingya en tout ou en partie. Mon collègue, le haut-commissaire aux droits de l'homme, n'a pas hésité au début à parler ethnic cleansing textbook. Donc ce qui se passe est un cas qu'on pourrait qualifier de nettoyage ethnique. Lorsque des femmes sont violées, des maisons brûlées, des enfants égorgés, toute cette barbarie que nous sommes en train de voir, et que les populations soient obligées de quitter leur foyer, traverser pour se retrouver dans le pays voisin, le Bangladesh, si cela n'est pas du nettoyage ethnique, on peut bien se demander ce que c'est. Donc, ça, ce sont des facteurs uniquement spécifiques au crime de génocide. Et pour illustrer, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, un facteur spécifique, ce sont les signes d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Ça, c'est le crime contre l'humanité. Ça, vous ne le retrouverez pas, par exemple, ce facteur de risque comme étant un facteur de risque pour le génocide. Et enfin, pour laisser de la place à
pour qu'elle puisse jouer son rôle, n'est-ce pas? Mais j'ai tellement peur après avoir vu Hélène à l'œuvre ce matin. Mais je dirais tout simplement que mon bureau donc recueille et analyse l'information sur ces situations à risque partout dans le monde. Il ne s'agit pas seulement des pays du Sud. C'est partout dans le monde, hein, toutes les régions. Aucune n'est écartée. Aujourd'hui, par exemple, je commence à mesurer les tensions qu'on pourrait voir naître à nouveau dans les Balkans. Parce que si vous prenez la Bosnie-Herzégovine, le processus de réconciliation, à mon sens, n'est pas véritablement complet. Et vous avez la présidence là-bas avec ses 3 têtes, mais vous avez surtout cette hatred entre les Bosniaques et les Serbes. Et donc, il nous faut faire très, très attention. Quand vous prenez, comme je le disais tout à l'heure aussi, ce qui se passe en Hongrie, cette montée de l'antisémitisme, quand on voit les phénomènes d'islamophobie, quand on voit les indicateurs aussi tels que la discrimination, il faut faire attention et il faut bouger. Malheureusement, quand vous voyez les diplomates, par exemple, basés en Bosnie, les gens sont encore assez timides, ne veulent pas. Moi, je dis il faut. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut prévenir quand il y a encore un espace pour prévenir. Et cela, l'État voisin, qui est la Slovénie, là-bas, l'a compris, qui a traduit non seulement ce document, mais qui a aussi publié des brochures sur la question des réfugiés pour préparer ces populations. C'était au moment où il y avait cette vague de réfugiés syriens, pour leur montrer que ce sont des personnes qui ont le droit d'être protégées, que nous devons accueillir. Et c'est tout à leur honneur. Prenez la Slovénie, vous avez 2 minorités, la minorité italienne, la minorité hongroise, quand bien même ces minorités représentent peut-être d'un côté 6 000 personnes, de l'autre côté 7 000, elles sont représentées au Parlement. Elles ont accès à l'utilisation de leur langue originale, italien et hongrois. Ce qui fait que si vous allez dans les zones où elles habitent, vous avez ces 2 langues. Tout simplement pour préciser ici au passage l'importance de l'inclusivité. Parce que le génocide peut se définir comme étant la forme suprême de la discrimination. Parce que lorsqu'on en arrive jusqu'à nier l'identité à quelqu'un, lorsqu'on en arrive jusqu'à déhumaniser l'être humain, à lui donner toutes sortes de noms d'animaux, comme c'était le cas au Rwanda, où on appelait les Tutsis des cafards, les Nkonyati, etc., des Kankrela, comme c'était le cas également en Europe, les noms d'animaux qu'on donnait aux Juifs. Ce sont là aussi des signes, des indicateurs. Le discours de haine que nous voyons aujourd'hui se propager, le discours que tiennent certains populistes politiciens. Et ce qui m'avait amené d'ailleurs, c'était avant l'élection de M. Trump, à dénoncer le discours populiste qui véhiculait aux États-Unis et qui avait d'ailleurs conduit, je crois que c'est Strauss, un genocide scholar, à publier un article dans le Post en partant de notre cadre d'analyse et qui concluait nous ne dirons pas qu'il y a aujourd'hui un risque de génocide aux États-Unis, mais les indicateurs sont là et nous devons donc tout faire pour éviter. Donc c'est important parce que c'était à un moment on a vu ce qu'il y a eu comme friction ici et là. Et simplement, une fois que nous avons donc au fait alerté le Conseil, une fois que nous avons mobilisé les différents organismes des Nations Unies pour mettre en place des mesures de prévention, nous nous occupons aussi du renforcement des capacités de prévention. Capacités de prévention des Nations Unies, des États membres, des mécanismes régionaux et sous-régionaux, ainsi que de la société civile.
Je mentionnais tout à l'heure à mon ami le professeur Chouraki qu'à Auschwitz, tous les ans, nous appuyons une ONG qui s'appelle AIPR et qui organise des sessions. Dans le contexte syrien, au moment où j'avais de l'espoir que nous allions voir assister à la fin des hostilités, peut-être que je suis un idéaliste par nature, optimiste par nature, j'avais entamé un processus de mobilisation des acteurs syriens de la société civile, toute religion et toute appartenance ethnique confondue. Pourquoi? Parce que je craignais que le jour où le conflit syrien allait se terminer, qu'on puisse assister à nouveau à des frictions entre différentes communautés, y compris les Alaouites. Donc les Alaouites qui sont donc la communauté à laquelle appartient le président Assad lui-même. Et je me disais, bon, il faut faire en sorte que même ces organisations avec des Alaouites puissent se retrouver. Et cela a été important. Les leaders religieux, j'ai développé il y a depuis 2 ans un processus qui a conduit à l'adoption d'un plan d'action pour les leaders religieux sur leur rôle dans la prévention de l'incitation à la violence qui pourrait déboucher sur des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, les leaders religieux ont une influence et il faut utiliser cette influence positivement. Un dernier mot, c'est tout simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, plus que jamais, les mesures préventives peuvent être déployées. Mais encore faudrait-il qu'il y ait la volonté politique. Mais qu'est-ce qu'on entend finalement par volonté politique? Le terme, je trouve de plus en plus que le terme gagnerait à être éclairé. Et si on voit ce qui s'est passé en Syrie depuis le début des hostilités, on constate que quand bien même la responsabilité de protéger n'a pas été invoquée par le Conseil de sécurité, on se demande si, au fait, la communauté internationale n'aurait pas gagné au moins à prévenir les atrocités criminelles. Et ce qui malheureusement n'a pas été le cas et qui a conduit la France à proposer une sorte de modus operandi en disant au niveau du Conseil de sécurité, lorsque des populations font face à un risque de génocide, de telles atrocités criminelles, et qu'il faille intervenir pour les protéger, aucun État détenteur du veto ne devrait utiliser ce veto pour s'opposer à une telle intervention. Malheureusement, ça n'a pas été accepté à ce jour. Et ce qui d'ailleurs a amené à l'Assemblée générale certains États, aujourd'hui ils sont au nombre, si je ne me trompe, de 124, à avoir signé un engagement pour une sorte de code de conduite pour dire que nous ne pouvons pas accepter. Donc ça veut dire qu'il y a certes des engagements, et l'engagement de 2005, septembre 2005 en est un, où les États ont pris l'engagement de protéger les populations face aux atrocités criminelles, mais non seulement de les protéger face aux atrocités criminelles, mais aussi de prévenir l'incitation à la commission de telles atrocités. Et je m'arrête là pour laisser de l'espace pour cette jeunesse qui est le futur justement de notre monde, parce que sans vous, laissez-moi vous dire, si on ne vous encourage pas aujourd'hui à vous mobiliser, si on ne met pas tout en œuvre pour vous donner les moyens qu'il faut pour diriger ce monde, parce que je ne suis pas aussi high-tech que Ludovic, hein, il faut. Parce que si on voit aujourd'hui des jeunes qui retrouvent les camps des marchands de sommeil et autres, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et c'est pourquoi, aussi longtemps qu'on n'investira pas dans la jeunesse, j'ai bien peur que notre monde ne sera pas ce que nous souhaitons aujourd'hui. Et le secrétaire général Guterres l'a bien compris, qui a nommé l'un des plus jeunes sous-secrétaires généraux, qui n'a que 21 ans, et en plus une femme, ce qui est formidable comme décision. Et ensemble, mobilisons-nous, ensemble faisons en sorte que le mot génocide ne fasse plus partie de notre vocabulaire, en espérant que les États qui n'ont pas encore ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide le fassent. Je suis quelque peu choqué de noter qu'il y a encore aujourd'hui 46 États qui ne l'ont pas ratifié. C'est tout simplement un scandale. C'est tout simplement un scandale parce qu'aujourd'hui, personne ne devrait s'opposer à la prévention du crime de génocide. La répression, nous l'avons vu pour la première fois dans l'histoire, c'est à Arusha qu'un jugement a été rendu pour condamner quelqu'un pour le crime de génocide en s'appuyant sur la Convention de 1948. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci encore une fois pour l'honneur que vous nous faites de venir discuter avec nous de ce thème et de ce mécanisme. Alors moi non plus je ne vais pas confisquer la parole parce que j'imagine que le public a beaucoup de questions à vous poser. Je vais peut-être commencer par deux questions qui sont peut-être un peu techniques, mais c'est pour qu'on situe bien le mécanisme et votre mandat, je dirais, dans l'ensemble des mécanismes d'enquête qui peuvent exister, soit au sein des Nations Unies, soit en dehors de la famille des Nations Unies, et puis le lien entre le mécanisme et la Cour pénale. Alors, vous disiez, et c'est très intéressant, que finalement, le rôle du conseiller spécial et le rôle du bureau, c'est un rôle essentiellement d'alerte précoce sur, relativement au génocide ou autres formes d'atrocité. Donc, ma première question, c'est celle de savoir finalement si le conseiller spécial a des pouvoirs d'enquête et surtout quelle est, je dirais, l'origine des informations. Est-ce que, parce que le travail qui est produit est extraordinaire, vous l'expliquez, c'est un travail d'analyse finalement de la situation dans les 200 États, pas simplement Nations Unies, mais je dirais 200 États dans le monde, donc ce qui est extraordinaire. On pense évidemment à des situations qui sont urgentes aujourd'hui, mais il y a aussi, vous l'avez dit, des situations qui sont plus dormantes, et donc ça, le bureau s'en occupe aussi. Donc, est-ce que quand, on va prendre le cas des Rohingyas, quand le bureau est informé ou quand vous êtes informé de ce type de situation donc, où des atrocités sont en train d'être commises, quels sont les pouvoirs, est-ce qu'il y a des pouvoirs d'enquête? Quels sont les pouvoirs d'enquête? Est-ce que vous pouvez demander à l'État l'autorisation pour y aller? Et quel est le lien entre le bureau et les commissions d'enquête qui peuvent exister, qui ont été également créées dans le cadre des Nations Unies? On avait reçu ici il y a quelques mois, par exemple, le président de la commission d'enquête pour la Syrie, et on devine que, parce que là aussi il s'agit d'amasser beaucoup d'informations, on devine que la proximité entre vos deux types de missions est assez importante. Donc ça, ce serait ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est que évidemment, le bureau recueille des informations qui peuvent être extrêmement précieuses dans le cadre de procédures judiciaires. Et donc, est-ce que, soit vous personnellement, soit peut-être un prédécesseur, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion
d'être saisi par le procureur de la Cour pénale de manière formelle, informelle, parce que vous aviez des informations sur une situation et il se trouve que le procureur, lui, n'a pas pu recueillir tel ou tel élément. Puisque finalement, vous travaillez aussi sur ces situations qui intéressent directement la Cour pénale internationale. Voilà, ce sont mes deux questions pour lancer la discussion, mais après... Très bien, et très brièvement, d'abord sur la dernière question, je donnerai au passage le cas du Kenya. Comme vous le savez, la CPI avait le dossier de l'actuel président Uhuru et de son vice-président, une affaire qui finalement, malheureusement ou heureusement pour les accusés, n'a pas prospéré. L'affaire a été close. Et à un moment donné, parce que mon bureau avait effectué une mission au Kenya, la procureure a souhaité avoir des éléments d'information. Et je peux aussi dire qu'en ce qui concerne le pouvoir d'enquête, notre rôle, disons, ne consiste pas à mener des enquêtes au sens criminel judiciaire du terme. Mais il s'agit essentiellement, on peut faire des sortes de fact-finding, donc pour essayer d'établir, de collecter des informations, d'avoir des précisions, ce qui a été le cas par exemple au Sud-Soudan. Mais ce n'est pas dans la perspective, disons, de poursuite judiciaire, mais plutôt dans la perspective de la prévention. Je dois signaler au passage d'ailleurs que lorsqu'il y a eu la crise au Sud-Soudan en décembre 2013, le 15 décembre 2013, mon bureau avait déjà signalé qu'il y avait un risque potentiel d'une crise dès la fin de la saison des pluies. Pourquoi? Parce que l'équipe que j'avais déployée sur le terrain était arrivée à la conclusion qu'il y avait des tensions énormes entre les populations Dinka et les populations Nuer. Les Dinka, c'est l'ethnie du président Salva Kiir, et les Nuer, l'ethnie de son vice-président de l'époque, Riek Machar. Et nous avions aussi pu démontrer que la communauté des donateurs avait ignoré un aspect extrêmement important au Sud-Soudan qui était le processus aussi de réconciliation. Ils n'avaient cure des relations qui existaient entre les différents groupes ethniques. Or, nous le savons très bien, même pendant la guerre entre le Sud et le Nord, il y avait des problèmes entre ces groupes ethniques qui se sont aussi entretués. Donc, il fallait, à mon avis, engager un processus pour rapprocher ces groupes, mais non, chacun se souciait plutôt d'investir. On vient parce qu'il y a de l'argent, c'est un nouveau pays, c'était la plus jeune des nations, née le 9 juillet 2011, mais qui malheureusement, au bout de 2 ans et demi, a commencé à s'effriter parce que tout simplement, on n'a pas géré comme cela se devait. Et là, donc, mon bureau avait pu annoncer. Et récemment, quand après il y a eu la commission d'enquête de l'Union africaine, là aussi mon bureau a aidé d'abord en recherchant des fonds pour aider cette commission. C'est ainsi que j'avais pu obtenir $300,000, mais surtout d'identifier d'excellents enquêteurs qui avaient travaillé dans le contexte du tribunal d'Arusha, que j'ai recommandé à l'Union africaine. Et je puis vous dire que le rapport de cette commission a été un travail de qualité et mieux a donné naissance à la décision de l'Union africaine de mettre en place la Cour hybride pour le Sud-Soudan, the African Union Hybrid Court for South Sudan, et qui doit, je l'espère, pouvoir entamer prochainement, je l'espère, son mandat, mais il y a beaucoup de résistance. J'ai été invité à présider un groupe d'experts il n'y a pas très longtemps pour valider le projet de statut de cette Cour, mais aussi pour valider le projet d'accord entre l'Union africaine et le Sud-Soudan. Et aujourd'hui, mon sentiment est que si les autorités du Sud-Soudan traînent les pieds,
il serait tout à fait indiqué que l'Union africaine, que son président, puisse nommer un procureur qui commencerait à collecter dans les camps de réfugiés les évidences, etc. Et c'est dans le même cadre que le procureur, entre guillemets, qui a été nommé par le secrétaire général pour la Syrie, donc le mécanisme d'enquête sur la Syrie, est en contact avec moi. Elle est déjà venue me voir, Catherine Marquis-Houel, qui est une excellente juriste française que j'ai connue quand elle travaillait aux chambres au TPY. Et nous allons continuer ce travail. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, mon bureau dispose quand même d'une masse d'informations. On travaille au peigne fin parce qu'il faut vérifier jusqu'au moins de détail. Bien entendu, vous me direz que pour la Syrie, c'est assez compliqué. Donc, parce que nous n'avons pas accès sur le terrain, j'ai essayé moi-même de m'y rendre, mais je n'étais pas bienvenu. Souvent, certains États, je dois dire, ne comprennent pas véritablement que le conseiller à la prévention du génocide, lorsqu'il se déplace dans leur pays, ça ne veut pas dire que leur pays court le risque est génocidaire. Mais c'est plus, c'est pourquoi il faut beaucoup insister sur la prévention. Je dis souvent, mon mandat, c'est un mandat de prévention. Et pour cela, nous pouvons beaucoup faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis un de ceux qui défendent sans relâche la gestion constructive de la diversité. Parce qu'à la vérité, les grands problèmes que nous rencontrons sont liés à cette gestion de la diversité. Lorsque vous avez un groupe qui monopolise le pouvoir, qui exclut tel ou tel groupe, parce que tout simplement, c'est un groupe ethnique minoritaire, il arrive un jour, sooner or later, où ces gens se disent, mais bon sang, nous sommes des citoyens de ce pays. Nous avons donc droit à un emploi, nous avons droit à l'accès médical, à l'éducation, etc. Donc c'est moins finalement au début un problème d'identité, mais un problème d'accès. Et cela nous mène aussi à toute la problématique de la gouvernance. Bonsoir monsieur, merci beaucoup de votre présence ce soir ici. Ma question portera sur vos moyens d'action lorsque vous êtes sur le terrain, que vous vous rendez dans un pays où il y a une situation de tension. Par exemple, vous êtes allé en Centrafrique il y a à peu près un mois. Quand vous rencontrez les leaders des communautés, quels sont les leviers que vous pouvez activer, les arguments avec lesquels vous pouvez essayer de les convaincre, de dialoguer entre eux? Et est-ce que, du coup, vous exercez une certaine fonction de médiation dans cette situation? Merci. Très bonne question. Fonction de médiation, pas vraiment. Mais à la vérité, nous essayons autant que faire se peut d'encourager le dialogue. Et c'est ainsi que, prenant l'exemple de la Centrafrique que vous avez indiqué, j'ai eu à cœur, au mois de mars de l'année dernière, d'appuyer le gouvernement centrafricain pour la mise en place du Comité national pour la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et toutes les formes de discrimination. Ce comité, comme vous le savez, tire son origine du protocole portant le même titre. C'est le seul protocole qui existe au monde dans un contexte régional et qui se focalise sur la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, etc. Et pourquoi? Parce que nous avons estimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que là où il y a des problèmes entre les communautés, il faut favoriser ce dialogue. Il faut donc les encourager. De même, les leaders religieux. Mais l'autre aspect de levier, je ne sais pas si on peut l'appeler un levier, mais je tiens
absolument à dire, aussi bien aux autorités gouvernementales qu'aux responsables des groupes armés. Lorsque déjà à la première crise, donc à l'époque c'était Kotodia qui était encore aux affaires, le président Michel Kotodia, et donc avec les Seleka, j'ai attiré son attention sur l'importance de la lutte contre l'impunité. Parce que la Centrafrique, au fond, est un pays qui a connu le règne de l'impunité, à part la petite parenthèse de l'empereur Bokassa. C'est le seul procès qu'il y aura eu dans ce pays qui ne s'était même pas achevé. Et face à ces crimes, ces atrocités qui avaient été relevées, j'ai fait comprendre au président Kotodia que je connais très bien la jurisprudence du tribunal d'Arusha et la responsabilité du supérieur hiérarchique. Je lui ai fait part de la jurisprudence Akayesu. Disant, Monsieur le Président, je vais vous dire une chose. Demain, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Dans votre position, vous êtes tenu de savoir. Et sachant, vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Faire stopper ou faire sanctionner. Il avait pris très mal, m'a-t-on rapporté plus tard, parce que son conseiller, avec qui il s'est entretenu après mon départ, est allé voir mon assistant pour lui dire, mais écoutez, il faudra dire un grand merci au secrétaire général. Mon patron n'avait pas très bien compris le sens de la jurisprudence. Mais quand je lui ai expliqué, il a saisi la portée. Tout comme avec les 2 chefs de groupes armés que j'ai rencontrés récemment à Bangui, j'ai attiré leur attention aussi sur leurs responsabilités. Donc, ce sont ces outils qu'on peut utiliser à notre niveau, mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur le rôle de formation des acteurs de la société civile, soutenir cette société civile, parce que finalement, c'est l'affaire de tout le monde, mais first and foremost, c'est l'affaire du gouvernement. Bonsoir, merci pour votre intervention. Ma question, c'est pourquoi les Nations Unies considèrent que l'État d'Israël est légitime, autant qu'elle a été créée par plein de crimes, plein de massacres en 1948, sur le territoire palestinien où il y a des peuples juifs, musulmans, chrétiens qui habitaient, qui vivent pacifiquement. Et comment ça sert toutes les résolutions qui ne sont pas mises en œuvre? Et pourquoi le bon zioniste qui a crimé tous les crimes en 1948 n'était pas jugé jusqu'à maintenant? Merci. Peut-être on peut prendre la question aussi de votre voisin en même temps. Voilà, monsieur, vous aviez levé le doigt, comme ça on prend les 2 questions. Oui, mais ça n'a pas de rapport. Ah non, c'est pas grave, on note les questions. Et Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir. Ma question, vous avez mentionné le principe de non-indifférence qui est contenu dans la charte de l'OUA. Je me demandais comment elle s'articulait avec le principe de non-interférence, si c'était une exception à ce principe, et est-ce que ça appliquait dès les cas de situations pré-génocidaires que vous avez mentionnées? Merci d'avance. Très bien. Sur la première question en ce qui concerne Israël, bon, je crois que la réponse que nous avons apportée tout à l'heure s'applique. Il faut, bien entendu, en ce qui concerne la question de la légitimité, je ne crois pas que la question en termes de légitimité puisse se poser. Israël, comme vous l'avez vous-même rappelé, a été créé en 1948 par cette résolution et depuis a été reconnu comme un État. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de puissance occupante, occupying power. I mean, if Israel was not a member state of the United Nations, you cannot say that this is an occupying power. Now, regarding, en ce qui concerne le non-respect des résolutions, je le regrette autant que vous.
je le regrette autant que vous. Mais qui peut imposer le respect de cette résolution si ce n'est l'organe qui l'a adoptée, le Conseil de sécurité? Et si le Conseil de sécurité va essayer, bien entendu, tous les moyens possibles, parce que vous avez le chapitre 6 de la Charte avant le chapitre 7. Le chapitre 6 vous ouvre les moyens de règlement pacifique de ces conflits. Tous les efforts qui ont été faits, qui ont été même récompensés par le Nobel. Quand on a vu que ce soit Anwar Sadat, Isaac Rabin, tout ce monde au nom de la paix, on a eu les accords d'Oslo. J'ai rencontré moi-même à l'époque, dans ma vie antérieure d'activiste des droits de l'homme à la tête de la CIJ, des entretiens fructueux avec Abu Ammar, Yasser Arafat, paix à son âme. Donc, il y avait une volonté. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudra faire en sorte pour que la solution qui avait été proposée puisse être respectée. Mais il faut qu'Israël, il faut le dire, il y a une occupation illégale. Israël occupe certaines terres de manière illégale, en violation du droit international. Et ça, il faut le dire. Donc, il faudra trouver une solution pour mettre un terme aussi à cette illégalité. Mais quand vous continuez à autoriser des colonies de peuplement, c'est pas normal. C'est pas normal. J'étais l'autre jour pratiquement en pleurs lorsque j'ai vu cette maman palestinienne qui vivait là depuis des décennies et des décennies, depuis le début des années 50, et qu'on veuille l'expulser. Non, c'est inacceptable. Donc, moi je dis, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Rien de plus précieux que la paix. Mais il faut également dénoncer les abus qui peuvent être commis. On l'a vu, par exemple, le Hamas à un moment donné, et j'espère que le Hamas, qui s'est engagé maintenant à travailler avec l'autorité palestinienne de manière beaucoup plus rigoureuse, va garder cette dimension, mais j'ose aussi espérer qu'Israël fera preuve de raison et surtout respectera, comme on l'espère, le droit international. Et sur la question de monsieur relativement sur la non-indifférence. Le principe de non-indifférence. Oui. Donc, en fait, vous savez, en 1963, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a été créée, il y a deux principes qui ont marqué cette charte, ce que j'appelle la charte de l'OUA. C'était donc, comme j'ai dit, ce principe de non-interférence, c'est-à-dire aucun État ne doit s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. Et le deuxième principe, c'était celui de la sécession. Donc, c'est-à-dire refusant donc tout simplement, l'intangibilité des frontières. Donc, c'était les deux. Donc, le caractère sacré de l'intangibilité des frontières. Donc, c'était consacré par l'OUA. Et fort heureusement, d'ailleurs, pour ce qui concerne l'intangibilité des frontières. Parce qu'on a vu, après, les problèmes que ça a créé. Ces frontières, bien entendu, étaient des frontières qui étaient décidées de manière arbitraire par les colons, qu'ils soient français, qu'ils soient britanniques, qui se sont retrouvés à Berlin pour se distribuer le gâteau Afrique. Et on a vu donc avec un double décimètre dessiner des frontières qui malheureusement aujourd'hui aussi créent des problèmes, mais la décision a été prise en 1963 que ces frontières sont intangibles. Maintenant, sur la question du principe de non-interférence, j'ai dit que ce principe a été substitué en 2000, au moment de l'adoption de l'acte constitutif, par le principe de non-indifférence. Mais c'est bien beau d'avoir ce principe de non-indifférence qui précède d'ailleurs la R2P. Parce que là, le principe de non-indifférence donne d'ailleurs
beaucoup plus d'autorité, en disant que les chefs d'État et de gouvernement ont la responsabilité d'intervenir pour protéger ces populations. Il a été évoqué dans le contexte du Burundi par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a adopté le 18 décembre 2015 un communiqué par lequel le Conseil de paix et de sécurité disait que des troupes allaient être déployées, donc des troupes de 5000 soldats allaient être déployés au Burundi pour protéger les populations, pour intervenir. Malheureusement, pour le Conseil de paix et de sécurité, cette décision, ce communiqué entre guillemets, a été censuré par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à la session de janvier 2016 de l'Union africaine. À mon avis, peut-être que le Conseil s'y était pris de manière un peu trop rapide, sans avoir pris le poids, considérer les consultations qui s'imposaient, d'autant que, comme vous le savez, la communauté d'Afrique orientale, East African Community, était en charge déjà d'un processus de médiation, de facilitation qui était mené par le président Museveni de l'Ouganda. Et souvent, il y a aussi des tensions, comme vous le savez, entre les organisations sous-régionales, les REX, et l'Union africaine. On l'a vu parfois, ces tensions, que ce soit en Afrique de l'Ouest, mais il faut se réjouir et constater que de plus en plus, les Africains, quand même, interviennent. Les Africains, même dans le contexte centrafricain, n'ont pas attendu les Nations Unies. Quand il y a eu des problèmes, la première force à être déployée, c'était une force des ECAS, donc des États d'Afrique centrale, suivie ensuite par une force mise en place par l'Union africaine, MICOPAX. Et c'est seulement après que les Nations Unies, je ne dirais pas grâce à moi, mais c'est lorsque j'ai sonné l'alarme en novembre 2013 que le Conseil de sécurité a finalement décidé de mettre en place une mission de maintien de la paix qui est la MINUSCA. Parce qu'avant cette date-là, jusqu'au moment où j'ai dit devant le Conseil que ce que j'ai vu en Centrafrique me rappelle les jours qui ont précédé le génocide des Tutsis au Rwanda. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté le Rwanda le 4 avril 1994, donc 2 jours avant que le génocide, avant que crache l'avion et que les journées de folie démarrent. Et c'est ce jour-là que finalement le Conseil, mon patron, Ban Ki-moon, était à Tokyo, le député secrétaire général qui m'appelle, « Adama, you didn't tell us. You didn't tell us. How? » I said, well, Jan, I had no choice. I couldn't wait your arrival to report that what we are witnessing today is a country which is on the brink of a genocide. Et Samantha Power, qui était l'ambassadeur américain auprès du Conseil de sécurité, a immédiatement alerté Washington. Première décision, Washington a immédiatement signé un chèque de 48 millions de dollars pour soutenir l'équipe sur place. Et ensuite, s'est enclenché le processus d'adoption de la résolution. Mais il aura fallu pratiquement 6 mois avant que la mission soit sur place. Donc, c'est pour dire aussi, donc, il y a toutes ces lenteurs. Et c'est pourquoi il faudra voir, et j'ai fait un article que je vous enverrai sur la coopération entre les organisations régionales et les Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. Parce qu'à la vérité, je crois qu'il faudrait outsourcer finalement ces opérations en gardant en vue l'importance du due diligence policy, donc s'assurer que les forces sur place respectent les règles du droit humanitaire, respectent les droits de l'homme,
et non pas que ces forces puissent abuser. Ça, ce n'est pas ce qui est souhaitable, mais c'est toute une dynamique et je crois que cette dynamique est en train de porter des fruits. Bon, merci beaucoup pour toute la journée. Et, je suis assez contente de vous entendre parce que ce matin j'étais un peu frustrée et je trouvais qu'il y avait un déséquilibre que je voulais beaucoup parler par rapport à vous et que c'était pas normal. Donc vraiment merci. Moi j'ai une question qui est pour le coup très technique, alors tu vas peut-être répondre à la première question de Yann Tiboudja. Sur la manière dont votre équipe travaille sur le cadre d'analyse, quelles sources en fait vous utilisez? C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment des sources de première main quand vous êtes sur place? Est-ce que ce sont les organes des Nations Unies qui vous font monter des infos? Est-ce que vous avez des rapports avec les renseignements généraux, renseignements spéciaux des États? Voilà, c'est une question qui m'intéresse. Et directement à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, est-ce qu'il y a un chemin organisé pour que les infos vous remontent directement à vous sur cette question-là des crimes de masse? Ouais, voilà, j'aurais mis l'autre question. Non, mais très rapidement, vous savez, les informations, nous les recueillons d'abord auprès des collègues qui sont sur le terrain du système des Nations Unies, mais auprès de toute autre source, les ONG, même la presse et tout. On analyse. Et on a aussi toute une cartographie qui permet aussi de repérer. Et on a donc un système de graduation. Les situations à haut risque, red color, les situations tangentes, jaune, les situations moins de risque, vert. Et cela nous permet de voir. Et ensuite, maintenant, il y a la deuxième phase qui est celle d'aller sur le terrain, ce que j'appelais les fact-finding, qui permettent d'affiner. Et dans certaines situations, telles que celle qui prévaut au Sud-Soudan, pour la première fois, nous avons mis en place avec le département des opérations de maintien de la paix un groupe de travail sur les atrocités. Et ce qui permet à l'opération de maintien de la paix basée au Sud-Soudan de remonter vers New York assez rapidement avec les informations. Et le groupe de travail co-présidé par mon collègue de DPKO et par moi-même arrive donc à mieux analyser la situation. Et en feedback aussi, tel que la mise en œuvre de la résolution que le Conseil de sécurité avait adoptée dans le contexte du Sud-Soudan, donnant un mandat pour que je puisse monitorer le discours de haine. Bien entendu, c'est difficile à partir de New York. Et heureusement, les collègues qui sont sur le terrain, y compris des agents de développement, parce que le discours ne se fait pas en anglais le plus souvent, mais dans les langues nationales, travaillent avec leur staff et ça remonte. Donc, c'est ce channel qu'on utilise. Et bien sûr, il y a aussi les échanges avec le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme, les procédures spéciales, même s'il est vrai que nous alimentons beaucoup plus ces procédures qu'elles ne nous alimentent, mais cela est important. Et puis l'autre dernier aspect, ce que j'ai innové, c'est d'entretenir aussi des relations étroites avec certains organes, tels que le CERD, le Comité pour l'élimination du racisme et de la discrimination raciale, parce que tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas parler de prévention de génocide sans prêter attention à la discrimination. On va vous libérer, monsieur Dieng. Enfin. Un petit instant. Alors, on voit qu'évidemment, donc au terme de cette superbe conférence, de l'ensemble des échanges, on voit qu'en réalité, le mandat que le secrétaire général des Nations Unies vous a confié est un mandat, en fin de compte, d'équilibriste. Parce que, comme tout équilibriste, vous devez avoir effectivement des vertus qui sont évidentes à vous entendre, et notamment le courage et la prudence, parmi d'autres vertus, bien entendu. Parce qu'on voit qu'en réalité, vous êtes attentif à toute une série de choses, à tellement de choses, en fin de compte, tellement de choses d'ailleurs qui sont étudiées dans le cadre du master avec nos modestes moyens.
mais attentif à l'équilibre du monde, notamment en matière de géopolitique, attentif et très attentif à l'aspect diplomatique des choses, bien entendu, hein, une première partie sans doute du mandat, aux difficultés diplomatiques au sein même des Nations Unies, avec un autre équilibre, l'équilibre des puissances qu'il va falloir respecter. Évidemment très créatif au plan juridique, prudent également au plan juridique lorsqu'il s'agit de déterminer quelles sont les obligations en fin de compte qui incombent aux États, comment est-ce qu'on va pouvoir récolter les preuves, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, ça c'est sans doute aussi votre expérience judiciaire qui doit vous aider à pouvoir penser la chose. Et puis dans l'ensemble des discussions, on glisse aussi, on touche à toute une série d'autres questions, notamment des questions de justice sociale, qui sont évidemment déterminantes pour ce fameux équilibre du monde, et à des questions aussi sociologiques tout à fait importantes, notamment sur la question du rôle des leaders religieux, du rôle des leaders politiques, avec le populisme qui guette. On en a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'est toujours là le rôle également des acteurs économiques, qui évidemment jouent un rôle tout à fait décisif, parfois justement dans les déséquilibres de certaines régions, en profitant parfois de certaines situations, voire parfois même en les stimulant lorsque cela arrange des intérêts financiers et économiques. Donc on voit, à la lumière de ce qui a été dit, eh bien, l'ampleur évidemment de la tâche, du défi, hein, et comme le secrétaire général adjoint l'a souligné, évidemment cette tâche, eh bien, elle est à vous, et les défis, eh bien, il va falloir que vous les releviez. Donc merci beaucoup à Hélène Tigroudja d'avoir animé le débat. Merci beaucoup à Monsieur le secrétaire général adjoint d'être venu jusqu'à nous pour pouvoir partager ces connaissances tout à fait réalistes, pragmatiques de la situation des Nations Unies et notamment du rôle joué dans le cadre de ce mandat. Applaudissements.